Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un seul sujet. Pour ça, je vais m'appuyer sur des témoignages tirés d'une vidéo de Vincent Lapierre, histoire d'étayer un peu mes propos et d'aller au-delà de ce qui pourrait passer pour un simple fait divers. Le sujet, c'est un drame terrible qui s'est déroulé à Évian. Un pompier de 38 ans a été renversé juste devant sa caserne. Après une altercation avec un jeune qui faisait des drifts là, devant tout le monde, le pompier est aujourd'hui à l'hôpital, dans un état critique. Et le chauffard, ce n'est pas un inconnu des forces de l'ordre. Il cumule déjà 15 condamnations pour des histoires de stupéfiants, de conduite en état d'ébriété et même pour conduite sans permis. Bonjour monsieur, vous savez ce qui s'est passé là, juste là? Ouais, malheureusement, ouais. Et vous en avez pensé quoi alors? Comme tout le monde, hein, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas plus de contrôle que ça. Vous êtes du coin? Oui. Depuis combien de temps vous habitez là? Oh, c'est depuis ma naissance, 78. Alors là, on a un monsieur qui réclame davantage de contrôle. Et c'est là qu'on commence vraiment à mettre le doigt dans l'engrenage. Plus on laisse ce genre de faits se produire, plus la population, par elle-même, demande toujours plus de surveillance, plus de restrictions, au nom de la sécurité pour endiguer le phénomène. Mais ce que ça implique vraiment, c'est une perte progressive de nos libertés. Une société qui s'autorégule en se privant elle-même de ses droits fondamentaux. Et c'est précisément là que ça devient inquiétant. On comprend que les gouvernants, qui ont intérêt à contrôler les masses, ont tout à gagner à laisser pourrir ces situations. Parce que plus la peur et le chaos grandissent, plus ils peuvent justifier des mesures toujours plus autoritaires. Vous croyez que c'est normal ce qui se passe à l'heure actuelle, des gars comme ça devrait tout de suite arrêter? C'est pas possible, enfin... Il avait une quinzaine de condamnations déjà, le jeune homme. Ah oui, c'est pas mal. Mais justement, ce genre de gars, ils sont déjà passés plusieurs fois entre les mains de la justice. Comme je vous l'ai dit en introduction, le chauffard en question cumule déjà 15 condamnations. Alors, si on prend en compte toutes les fois où il a été arrêté, on peut imaginer que ce chiffre est bien supérieur. Parce que, dans de nombreux cas, être arrêté ne signifie pas forcément être condamné. Ça pose clairement la question de l'efficacité du système judiciaire et des moyens mis en place pour vraiment empêcher ce genre de récidive. On est face à un vrai problème où, malgré les multiples interventions, rien ne semble suffisamment dissuasif ni préventif. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu habites le quartier? Moi j'habite juste au-dessus, ouais. Je grandis ici, j'habite ici depuis tout le temps. Et alors tu sais, toi, ce qui s'est passé? Tu connais le... Ouais, je connaissais la personne en question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient pris une voiture de location. Et il y a un pompier qui s'est interposé pour arrêter la voiture parce qu'il faisait des drifts sur un parking. Malheureusement, le pompier il a pris en photo la personne qui conduisait. Et la personne qui conduisait, elle a mal pris, elle a foncé directement sur le pompier. Et moi, j'ai eu des retours et je sais que cette personne aujourd'hui, elle regrette, qu'elle sait qu'elle a fait la pire erreur de sa vie, mais après, c'est des choses qui arrivent. L'alcool n'excuse rien. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent juste comme ça. Non, ça n'arrive pas à tout le monde, et non, ça ne peut pas arriver à n'importe qui, du jour au lendemain. Moi, quand j'étais jeune, bourré avec mes potes, on faisait la fête dans la forêt ou dans un bunker abandonné. On chantait des chansons paillardes, je grimpais sur un poteau télécom, puis je sautais dans un buisson en bas. Mais jamais, au grand jamais, je ne serais allé faire des drifts devant la caserne des pompiers. On a tous fait les cons quand on était jeunes, mais on n'a jamais fait de mal à quelqu'un et jamais ça ne nous aurait traversé l'esprit de s'en prendre à un pompier. Mais tu comprends que ça puisse choquer? Oui, je comprends, c'est compréhensible et tout. Et puis même, le pompier il avait des enfants, il y a une famille derrière, il va peut-être ressortir avec des séquelles de cet accident. Il est entre la vie et la mort. S'il s'en sort, il aura forcément de lourdes séquelles. Sa vie ne sera plus jamais la même, c'est une évidence. Ça me rappelle ce fameux argument qu'on entend souvent. La société n'est pas plus violente, le nombre d'homicides a diminué. Franchement, quelle hypocrisie, quelle malhonnêteté intellectuelle. Le nombre d'homicides a peut-être baissé, mais ce n'est pas parce que la violence a disparu. C'est surtout grâce au progrès incroyable de la médecine d'urgence ces 25 dernières années qui permettent de sauver des vies là où avant c'était impossible. La vérité, c'est que les tentatives d'homicide, les agressions au couteau, les vols avec violence, eux sont en forte augmentation. Et ces actes violents, eux, sont bien réels, bien présents dans notre quotidien. Alors quand on entend ces discours rassurants, il faut bien comprendre que ce n'est qu'une partie de la réalité. Celle qui arrange, celle qu'on veut bien voir. Mais la violence, elle, est toujours là, plus sourde peut-être, mais bien plus fréquente. Mais cher monsieur, cette France, ce monde, Oui, c'est celui que vous nous avez laissé. oui,
C'est pas que nous qui avons laissé ça. Les hommes politiques qu'on a à l'heure actuelle, c'est à eux de faire des lois pour que ça qui tienne la route. Ou comment se dédouaner de ses responsabilités en rejetant la faute sur les politiques. Mais au fond, qui a placé ces politiques là où ils sont aujourd'hui? C'est vous et tous ceux de votre génération, cher monsieur. On ne peut pas juste pointer du doigt sans se regarder soi-même. Et puis, voilà ce vieux réflexe qui nous enfonce un peu plus. Réclamer toujours plus de lois, toujours plus de restrictions, comme si on n'en avait pas déjà assez. Le code pénal français, il est largement suffisant, c'est même l'un des plus stricts au monde. Le problème, ce n'est pas dans les textes, c'est dans leur application. Mais surtout, il faut comprendre que ce code a été pensé pour sanctionner des individus issus de notre culture, de notre civilisation. Quand on importe massivement des personnes issues d'autres cultures et civilisations, cet outil devient rapidement inopérant. Il n'est plus adapté à cette nouvelle réalité démographique, à ces nouveaux comportements, à ces nouveaux codes sociaux. Et puis, pour finir, ce bon vieux lieu commun, une bonne guerre pour repartir à zéro. Bien sûr, ce boomer n'a pas connu la guerre. Il a profité des années fastes, des décennies de croissance et de paix. Il a vécu sans jamais vraiment penser au lendemain. Mais ce sont toujours ceux qui n'ont jamais connu la guerre qui la souhaitent, qui la fantasment. C'est cette même logique qui pousse certains à gauche à appeler sans cesse à la violence, à la révolution, alors qu'ils ne savent pas en assumer les conséquences, qu'ils ne sont pas capables de gérer ce qu'ils réclament. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, madame? Mais qu'il y ait déjà plus de police, que le maire, enfin madame le maire, fasse quelque chose. Parce que... Encore une fois, on assiste à une réaction pavlovienne, cette dame qui réclame plus de policiers. Je l'évoquais un peu plus haut, mais c'est un cercle vicieux. Dès qu'on enlève un peu de sérénité et de sécurité à un peuple, il finit par réclamer lui-même plus de contrôle, plus de contraintes. Sauf que la police, elle est déjà largement suffisante en nombre. Le vrai problème, ce n'est ni la quantité ni la présence policière, c'est la justice. Et surtout, il y a le profil récurrent des justiciables impliqués dans ce type d'affaires, même si, pour une fois, le profil dans cette affaire déroge un peu à la règle. Car il faut bien comprendre que demander plus de policiers, c'est aussi demander plus de fonctionnaires, donc, mécaniquement, plus d'impôts. Imaginez un instant notre pays sans tous ces individus qui n'ont rien à y faire, qui sont arrêtés par la police, jugés par les magistrats, parfois enfermés en prison. Imaginez les dizaines de milliers de fonctionnaires en moins, nécessaires au fonctionnement de ces institutions. Moins de policiers, moins de magistrats, moins d'agents pénitentiaires, sans oublier le coût faramineux des infrastructures. Commissariats, prisons, centres de détention, on parle là de milliards d'euros d'économies potentielles et autant de pression fiscale en moins sur nos épaules. Moi, je ne veux pas plus de police. Ce que je veux, c'est retrouver un pays où il n'y aurait quasiment plus besoin de police. Et parlons politique. Apparemment, Madame le maire serait incapable d'assurer la sécurité des habitants d'Évian. Pourtant, cette maire, issue du parti Les Républicains, est dans la continuité de son prédécesseur qui était en poste depuis 1995, lui aussi RPR, puis LR. Cela montre bien qu'une ville administrée par ce qu'on appelle la droite ne résout pas les problèmes. Et je vous le dis ici, c'est exactement la même chose pour les villes sous mandat RN. Tant que nous resterons enfermés dans cet arc républicain, dans ce même système politique, la situation continuera inexorablement de se dégrader. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est très triste. Ouais. Malheureusement, ça peut être n'importe qui, notre papa, tout le monde. Eh oui. Et oui. C'est vraiment très triste à constater. Il est quasi évident que ce jeune homme n'en pense pas un mot, qu'il ne mesure pas la gravité de ses paroles ou de ses actes. Il illustre parfaitement un phénomène qu'on remarque énormément chez cette nouvelle génération. Un véritable manque d'empathie presque systématique. Un vide émotionnel qui se traduit par une incapacité à se mettre à la place des autres, à ressentir la douleur ou la peur qu'ils peuvent provoquer. Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas juste un comportement isolé, mais bien une tendance de fond qui reflète des changements profonds dans notre société, dans nos modes d'éducation, dans nos rapports humains. Ce déficit d'empathie crée des fractures, des tensions et alimente cette violence sourde qui finit par exploser dans des actes aussi graves que ceux dont on parle. Déjà, donner du travail aux gens, et puis, c'est vrai qu'on a besoin des étrangers pour bosser, heureusement qu'ils sont là, parce que les Français qui veulent rien, qui sont payés au RSA, machin, sans commentaire. Continuons à déconstruire ce mythe tenace. Heureusement que les étrangers sont là pour faire les travaux que les Français ne veulent pas faire. Cette idée, ancrée dans les esprits depuis des décennies, est devenue une vérité incontestée pour beaucoup, alors qu'elle repose sur des présupposés faux et dangereux. D'abord, rappelons que la question n'est pas «
Qui fait le travail ingrat? Mais dans quelles conditions ces travaux sont-ils proposés? Ce n'est pas un problème de manque de volonté des Français, mais bien de conditions économiques et sociales. Quand les salaires sont bas, quand les horaires sont pénibles, quand les protections sociales sont faibles, il est normal que beaucoup refusent ces emplois. La vraie question, c'est pourquoi ces emplois sont aussi mal rémunérés et dévalorisés. La réponse est simple, à cause d'un système économique qui privilégie le profit maximal au détriment des travailleurs. Les patrons, pour augmenter leurs marges, cherchent à réduire les coûts, notamment salariaux. C'est là qu'intervient la main-d'œuvre étrangère, souvent exploitée, précarisée, payée au minimum, voire moins. Ce discours sur le besoin des étrangers sert en réalité de justification pour baisser les salaires, affaiblir les droits sociaux et diviser les travailleurs entre eux. Prenons l'exemple de nos grandes villes au fil de l'histoire. Paris au XIXe siècle, Lyon, Marseille, ces villes se sont construites grâce au travail acharné d'immigrés italiens, polonais, espagnols, mais aussi par les luttes sociales qui ont fait monter les salaires et améliorer les conditions de travail. On n'a jamais attendu les immigrés pour construire une société digne, ni pour bâtir nos cathédrales ou la Tour Eiffel. Quand M. Dupond-Moretti dit « Sans les étrangers, qui va ramasser nos poubelles, torcher le cul de nos vieux, construire nos maisons ?» Il reflète une vision profondément réductrice et colonialiste. Il réduit l'étranger à un simple rôle d'exécutant, un subalterne voué aux tâches dévalorisées, niant sa dignité, son histoire et sa culture. Moi, je revendique au contraire la reconnaissance pleine et entière de l'étranger dans sa richesse culturelle et humaine, pas comme un outil fonctionnel, mais comme un être humain à part entière, avec ses valeurs, ses traditions, ses combats. Cette vision paternaliste, héritée d'une gauche encore prisonnière de sa nostalgie coloniale, qui veut faire de l'étranger un bon sauvage civilisé, est dépassée. Il est temps de repenser notre rapport au travail, à la dignité et à l'égalité. Dès lors que nous remettrons en cause ce système d'exploitation économique, que nous exigerons des salaires décents et des conditions de travail dignes, alors oui, les Français accepteront ces emplois ingrats. Car le travail n'est pas ingrat en soi, c'est le mépris qui lui est associé qui le rend insupportable. Je n'étais pas là sur les faits, et ça dépend des circonstances, il faut voir des deux côtés. Ce qu'il en est du côté du pompier, il faut voir du côté du conducteur, ce qu'il a fait exactement. Parce qu'il y en a plein, ils disent qu'il a fait des choses graves. C'est vrai, c'est grave, parce qu'il est entre la vie et la mort. Mais il y a des gens, ils inventent des rumeurs. Par exemple, il y a des médias, ils disent n'importe quoi sur lui. Ce qui pourrait, à première vue, passer pour un propos prudent, mesuré, est en réalité la marque d'un profond manque d'intelligence et surtout d'empathie. Non, il n'y a pas deux côtés à cette affaire. Ce n'est pas une simple bagarre à la sortie d'un bar, ni une dispute de voisinage banale. On parle ici d'un homme qui, en toute connaissance de cause, a écrasé un autre homme. Pourquoi? Parce que ce dernier lui avait demandé poliment d'arrêter de faire des drifts devant la caserne des pompiers. Il y a une intention délibérée, froide, de faire du mal, une volonté claire de blesser, voire de tuer. Pourtant, comme à chaque fois qu'un individu commet des actes atroces, on entend toujours le même refrain. C'était quelqu'un de gentil, il disait bonjour aux poubelles et il sortait les voisins. Ce discours naïf et complaisant cherche à humaniser à outrance, à excuser l'inexcusable, à minimiser la gravité des actes, mais derrière cette façade de gentillesse l'apparente se cache souvent une réalité beaucoup plus sombre et il ne faut pas se laisser berner. Ce genre d'excuses ne doit pas nous détourner de la responsabilité individuelle ni du fait qu'il faut protéger nos citoyens contre ces actes délibérés de violence. Car poser des excuses face à des actes aussi graves, c'est oublier les victimes et mettre en danger toute la société. Mais c'est vrai que c'est assez triste. Si on se met à la place de l'enfant ou de la maman, ce qui paraît quelque chose de triste, mais c'est quelqu'un de bien. On ne le connaît pas non plus très bien, on ne connaît pas ses problèmes familiaux, tout ça, mais c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de... Ah, la bonne vieille propagande de gauche, on la connaît bien. Ce sempiternel refrain, on ne connaît pas ses antécédents familiaux, il a sûrement souffert, il a vécu des traumatismes. C'est ça. La culture de l'excuse qui s'est infiltrée partout dans notre société. Une sorte de paresse morale qui consiste à justifier tous les comportements, à minimiser la responsabilité individuelle au nom de circonstances soi-disant atténuantes. Mais soyons clairs, peu importe les épreuves qu'on traverse, on a toujours un choix. On peut choisir de faire le bien ou on peut choisir de faire le mal. Oui, je le reconnais, quelqu'un qui a subi des traumatismes profonds aura sans doute plus de difficultés, plus d'obstacles à surmonter pour suivre le bon chemin. Mais, heureusement, ce n'est pas une fatalité. Des milliers, des millions de personnes dans ce pays ont vécu des choses dures, parfois insupportables, et pourtant, elles ont choisi de ne pas tomber dans la violence, dans la délinquance ou dans la haine. Elles ont assumé leurs responsabilités, elles ont trouvé la force de se relever, de s'intégrer, de construire une vie digne.
Alors oui, les antécédents familiaux, les souffrances, ça peut expliquer certaines choses, mais ce n'est jamais une excuse pour passer à l'acte, pour détruire la vie des autres. Le vrai problème, c'est que cette culture de l'excuse finit par fragiliser toute la société. Quand on répète sans cesse que les coupables ne sont que des victimes de leur passé, on décrédibilise la justice, on affaiblit la confiance des citoyens, on encourage l'impunité. Et pire encore, on entretient un climat où les victimes sont oubliées, où leur douleur passe au second plan. Cette indulgence permanente, ce laxisme intellectuel, nourrissent le sentiment d'insécurité et la colère populaire. C'est un cercle vicieux. Moins on tient les individus responsables, plus la violence se banalise et plus le tissu social se déchire. Pour une société forte et juste, il faut remettre la responsabilité individuelle au cœur du débat. Il faut que chacun comprenne que, malgré les blessures du passé, personne n'a le droit de briser la vie d'autrui. Après, il ne faut pas non plus jeter la faute totalement sur le conducteur, parce qu'il y en a, ils ajoutent des choses. Mais personne n'a vraiment été là pour voir la scène. C'est-à-dire que tu ne sais pas le conducteur c'est qui, tu ne sais pas comment il est au fond. Ça se trouve c'est quelqu'un de sympa, quelqu'un de bien, juste il a fait une mauvaise action. Ça arrive, l'erreur est humaine, mais... Ah oui? Mais sur qui doit-on rejeter la faute alors? Si les collègues du pompier étaient présents et ont vu la scène. Franchement, on s'en fiche de savoir qui est ce conducteur au fond de lui, s'il est vraiment un gars bien ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il a délibérément cherché à tuer un autre homme. Qu'il a brisé la vie de cette victime, mais aussi celle de toute sa famille. Parce que derrière chaque acte violent, il y a des conséquences humaines, profondes, durables. La douleur, la peur, les séquelles physiques et psychologiques qui marquent à jamais des vies entières. C'est cette réalité-là qu'on doit garder en tête. La seule vérité qui doit guider notre regard, notre jugement, notre action. On ne peut pas permettre que ce genre de crimes passe sous silence. Ou pire, qu'on les excuse. Il faut que justice soit faite pleinement, sans compromis. Et surtout, il faut soutenir ceux qui souffrent, les victimes et leurs familles qui vivent un cauchemar au quotidien. Parce que leur douleur mérite reconnaissance, compassion et surtout un engagement ferme de la société pour qu'ils ne soient jamais oubliés. Comment la location, ils l'ont laissé avec une voiture sans permis? Et ça, c'est une bonne question, ça. Bah oui. C'est ça qui est... Pour mon avis, moi, si la location ne l'aurait pas laissé, il n'y aurait jamais eu ça. Mais oui, pourquoi assumer ses responsabilités quand on peut les faire porter à quelqu'un d'autre? Pour répondre à la question de ce jeune homme, c'est simple. Il suffisait qu'une tierce personne, titulaire du permis, loue la voiture à sa place. Ou alors, on peut aussi penser à ces sociétés de location qui se montrent parfois complaisantes avec leur clientèle. Surtout quand il s'agit de véhicules chers, accompagnés d'une belle caution. Ce laxisme profite à ceux qui veulent contourner la loi. Et au final, ce sont toujours les victimes qui paient le prix fort. Il y a un ensauvagement, y compris à Évian-les-Bains. Vous le remarquez ou pas? Mais non, j'étais très surprise. J'étais très surprise, on se sent très en sécurité, c'est très agréable de vivre à Évian, mais je crois que c'est un phénomène où c'est partout malheureusement. C'est plus le phénomène de grandes villes ou de cités ou d'endroits un peu plus précaires. Et c'est ça, peut-être c'est aussi ça qui fait peur. C'est que cette incivilité, elle est gangrénée partout. Cette dame a complètement raison, ce phénomène est partout. Il ne fait plus de distinction. Même les territoires reculés, autrefois épargnés, ne le sont plus aujourd'hui. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé à Crépol, un lieu qui, il y a encore quelques années, semblait protégé de cette violence, de ce climat d'insécurité. Mais aujourd'hui, les faits nous montrent que rien n'est épargné. Et ce qui rend cette situation possible, ce n'est pas un simple hasard, c'est avant tout la lâcheté, l'incurie et la complicité silencieuse des pouvoirs publics. Ils préfèrent de fermer les yeux, nier les problèmes ou les minimiser. Ils jouent de la montre, ils évitent de prendre des décisions fermes, de rétablir l'ordre et la sécurité. Cette passivité administrative crée un terrain favorable à la délinquance, à la montée des tensions, à la dégradation du vivre ensemble. Pendant ce temps, ce sont les citoyens honnêtes, les familles, les travailleurs qui vivent dans la peur, dans l'insécurité et parfois dans le silence, faute de se sentir protégés. C'est un véritable abandon, une trahison de la mission première de l'État, garantir la sécurité de tous ses habitants. Face à cette situation alarmante, il est urgent de ne pas rester les bras croisés. La sécurité n'est pas qu'une affaire d'État, c'est aussi une responsabilité collective. Bien sûr, les pouvoirs publics doivent reprendre leur rôle en main, renforcer les moyens de la police, assurer une justice rapide et ferme, et surtout ne plus fermer les yeux sur les réalités du terrain. Mais ce n'est pas suffisant. La société civile, nous tous, avons un rôle crucial à jouer. Il faut reconstruire du lien social, restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. Cela passe par des actions concrètes,
soutenir les associations de quartier, encourager les initiatives locales. Il faut aussi que chacun reprenne sa place dans la communauté, que les valeurs de respect, de responsabilité et de solidarité soient réaffirmées. Sans cela, le vide laissé par l'État sera comblé par la violence et le désordre. Ensemble, nous pouvons changer la donne. Mais cela demande du courage, de la volonté et une réelle prise de conscience collective. Ce drame d'Évian est loin d'être un fait isolé. Il illustre une crise profonde qui traverse notre société. Une crise de responsabilité, de justice et de cohésion. Trop souvent, on se réfugie derrière des excuses, des explications faciles, ou pire, un renoncement collectif à affronter les vraies causes du mal. Pourtant, face à la violence et à l'insécurité, il ne s'agit pas seulement de multiplier les lois ou d'augmenter la surveillance, mais bien de rétablir un équilibre entre droit et devoir, entre protection et responsabilité individuelle. La justice doit être ferme et impartiale, les pouvoirs publics doivent retrouver le courage d'agir, mais surtout, nous tous, citoyens, devons nous réapproprier notre rôle dans la société, refuser la passivité, rejeter la culture de l'excuse et cultiver ce lien social qui, jour après jour, construit la sécurité collective. Sans cela, les fractures se creuseront encore et les victimes continueront à payer le prix fort. Alors, face à cette réalité douloureuse, il est temps d'assumer pleinement nos responsabilités, de ne plus fermer les yeux et de bâtir ensemble un avenir où chacun, quelle que soit son histoire, choisira le respect de l'autre et la justice.